Salut, bienvenue à la 18e partie. 1 million d'années après le début de l'âge de pierre, nous avons vu l'émergence d'une espèce vraiment bipède, les Homo ergaster. Ces hommes semblent mieux organisés autour de leur camp de base, allant jusqu'à coloniser tous les continents de l'Ancien Monde, donc l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Avant de continuer, parlons des outils de l'Oldowayen. Les hommes restent longtemps fidèles aux bons vieux outils de l'Oldowayen, qui sont fabriqués à même la roche de base en réduisant le nucléus. Conséquemment, les outils changent très peu avant 1,5 million d'années. Les premiers Homo ergaster n'ont fait que perfectionner la technique de taille du chopper, donc sans vraiment innover. Puis, peu à peu, ils s'attaquent à de plus gros cailloux et essaient maintenant de travailler les éclats. Certains outils seront alors spécialisés pour certaines tâches. Avec un peu plus de variété d'outils, ces hommes, qui ont quitté le climat chaud de l'Afrique, commencent-ils à utiliser le feu plus régulièrement? La réponse, évidemment, est que nous ne le savons pas. Les traces d'utilisation du feu sont encore extrêmement rares. Et s'il est définitivement trop tôt pour qu'ils puissent faire du feu, nous pouvons certainement les imaginer sauter sur chaque occasion lorsqu'ils en trouvent dans la nature. Des nouveaux outils de pierre commencent à apparaître vers la fin de l'Oldowayen classique, donc vers 1,5 million d'années. N'oublions pas que ces cultures sont des divisions floues de la réalité, puisque cela ne signifie aucunement la disparition des anciens outils, ni non plus que les nouveaux outils s'imposent partout d'un seul coup. Un de ces nouveaux outils ne sera retrouvé qu'au nord de l'Afrique, au Proche-Orient, donc jusqu'en Inde, et dans une partie de l'Europe. À première vue, il semble être le produit d'un cerveau supérieur à tout ce qui précède. C'est le biface de la culture acheuléenne, dont la technique est essentiellement un raffinement des techniques apprises tout au long des millénaires précédents. Et bien entendu, nous ne pouvons pas mettre de date de départ absolue. En comparaison avec les outils de l'Oldowayen, qui se sont propagés partout en même temps que les premiers hommes, tous les nouveaux outils inventés à partir de maintenant se propageront plus lentement, et leurs succès seront généralement limités à une région. Partout sur la Terre, toutes les techniques apprises à l'Oldowayen vont évoluer et devenir plus élaborées, entraînant alors des variations selon les régions. Comme par exemple les Homo erectus, qui sont des descendants asiatiques des Homo ergaster. Donc les Homo erectus n'adopteront jamais les bifaces de la culture acheuléenne. Un peu plus d'1 million d'années après les premiers cailloux cassés intentionnellement, les premiers hommes ont adopté un mode de vie plus mobile où la viande et l'outil prennent de plus en plus de place. Parallèlement à ce mode de vie, les fondements culturels et les valeurs de base de l'humanité prennent racine. Nous devons admettre que les nouveautés sont encore très espacées dans le temps, mais comparé à notre long passé de singe, nos ancêtres ont inventé les outils de pierre, puis ont commencé à manger régulièrement de la viande en organisant des camps en un clin d'œil. Jusqu'ici, cette longue période est, somme toute, une des plus dynamiques depuis les débuts de la vie sur Terre. Dans l'ensemble, la tendance depuis la fin des dinosaures était au refroidissement progressif, avec une accélération vers un climat de plus en plus frais au Miocène, puis carrément de plus en plus froid au cours du Pliocène. Désormais, la tendance vers les ères glaciaires accélère, avec des intervalles chaudes de plus en plus fraîches. Il fera simplement un peu moins froid que pendant les ères glaciaires. Les populations humaines vivant près des pôles doivent alors régulièrement se rétracter vers le sud quand les glaciers prennent de l'expansion. Par la force des choses, l'Europe est devenue un continent problématique, contenant très peu de régions chaudes lors des ères glaciaires. Puisque l'homme ne peut pas encore faire du feu, toutes les premières tentatives de colonisation de l'Europe ont échoué. Entre 1,2 million et 1 million d'années, Homo ergaster réussit à pénétrer jusqu'en Espagne, mais il faudra attendre entre 1 million et 750 000 ans pour qu'ils parviennent vraiment à s'implanter. Passons maintenant à l'Acheuléen ancien, qui dure de 1,4 million d'années à 800 000 ans avant notre ère. L'outil le plus célèbre de la culture acheuléenne est le biface. C'est une sorte de hache à main ou de coin à fendre qui n'est en fait qu'un des nombreux outils de l'époque commençant à apparaître. Nous pourrions tout aussi bien nommer les hachereaux, donc de larges éclats tranchants rarement retouchés, fabriqués à partir d'un gros bloc. Le développement des nouvelles techniques et leur propagation sont de longs processus qui ne se produisent pas partout en même temps.
Placer le début de cette culture vers 1,4 million d'années est un choix symbolique et conservateur, puisque les nouveaux outils sont déjà fréquents, tandis que les techniques de fabrication des bifaces, donc les premières traces, remontent à 1,6 million d'années. Sur une évolution de l'âge de pierre qui dure environ 2,7 millions d'années, la diversité des outils de pierre ne commence que pendant la seconde moitié. En comparaison avec la pénible lenteur de l'Oldoïen, l'Acheuléen donne enfin l'impression de souffler un peu de dynamisme dans la mentalité des hommes, mais aucun de ces changements ne se produira du jour au lendemain. En plus de diviser le Paléolithique, donc l'âge de pierre ancien, en cultures, chaque culture est ensuite divisée en sous-périodes. Ainsi, la culture du biface se répand en Afrique et au Proche-Orient, donc jusqu'en Inde, tout au long de l'Acheuléen dit ancien. Contrairement aux périodes géologiques, ses débuts et ses fins de période se chevauchent et chaque époque doit être considérée dans un contexte qui s'entrecoupe avec les autres époques, avec des origines complexes, une évolution sur un territoire variable et un déclin. Il ira de même pour toutes les cultures humaines de l'âge de pierre jusqu'à nos jours. Pour fabriquer les premiers outils de pierre, nos ancêtres procédaient par percussion directe, c'est-à-dire en tenant une roche cassante dans une main qu'ils frappaient à l'aide d'un second caillou très dur tenu dans l'autre main. Désormais, ils savent aussi lancer des gros cailloux sur un bloc placé au sol, d'où ils tirent de larges éclats aux formes très variées. À l'Acheuléen, ils fabriquent leur biface par percussion directe, mais en retournant la roche frappée entre chaque coup. Ils travaillent ensuite la lame à l'aide d'un bout de bois ou d'un os pour enlever de plus petits morceaux précis. La culture acheuléenne prend de l'expansion en Afrique et au Proche-Orient, coexistant longtemps avec la culture oldoïenne. Certains sites seront même occupés en alternance par les deux cultures. Malgré cette distinction entre les cultures, ils ont tous des sociétés structurées et organisées autour de leur camp de base, et il est fort probable que ces deux cultures expérimentaient avec le feu. Une fois apprivoisé et rapporté au camp, le feu devient un outil incroyable. Il permet de mieux se défendre en terrorisant même les plus grands ennemis de l'homme, mais aussi de se réchauffer, de faire cuire les végétaux en les rendant plus faciles à digérer, de tuer la plupart des parasites dans la viande. Bref, le feu deviendra incontestablement l'outil le plus puissant de l'humanité. Pour le moment, son usage reste encore sporadique et les hommes dépendent entièrement de la nature pour leur en fournir. Nous pouvons certainement imaginer qu'ils ont essayé de brûler tout ce qu'ils avaient sous la main. Ensuite, ce n'est qu'une question de temps avant de remarquer que les pointes d'épieu durcissent lorsqu'on les brûle quelques secondes, pouvant alors réellement servir à la chasse au gibier de taille modeste. Le feu a-t-il commencé à servir dans les premières expériences de chasse? Nous n'en avons aucune preuve. Au-delà de la frontière appelée ligne de Movius, qui part du nord-ouest de l'Europe vers le sud de l'Extrême-Orient, il n'y a aucun outil de l'Acheuléen. Il faut dire qu'en général, il semble y avoir moins d'outils en Extrême-Orient. Peut-être utilisait-il du bambou, abondant et facile à travailler, et qui se serait décomposé il y a très longtemps en ne laissant aucune trace. Sinon, nous ne savons pas trop comment expliquer cette rareté d'outils de pierre. Les descendants asiatiques des Homo ergaster qui apparaissent au-delà de la ligne de Movius, vers 1 million d'années, sont appelés Homo erectus. Ce ne sont pas les Homo sapiens, ils sont plus petits et ont encore des traits archaïques, comme par exemple l'absence de menton et un plus petit cerveau. Nous ne savons même pas s'ils ont engendré l'homme moderne, s'ils se sont fait assimiler ou s'ils se sont éteints à l'arrivée des hommes modernes. Donc ici, nous reperdons encore la trace de nos ancêtres, parce que les fossiles africains deviennent rares et qu'il y a peu d'hommes en Europe. Au fil des ères glaciaires, les glaciers ont râpé l'Europe en faisant disparaître les traces des premières tentatives de colonisation. À la toute fin de l'Acheuléen ancien, des populations réussissent enfin à s'implanter, puis vers 780 000 ans émergent les premiers Homo heidelbergensis, c'est-à-dire les ancêtres des Néandertals. En Afrique, le peu de fossiles que nous avons sont classés en Homo rhodesiensis, ergaster, erectus et soloensis. Tous ces hommes ont des modes de vie similaires. Nous ne savons pas non plus si nous avons affaire à une seule et même espèce avec des disparités régionales, mais encore capables de se reproduire entre eux, ou si les populations anciennes se sont fait remplacer par les nouvelles. Nous ne savons même pas où apparaissent les traits qui mènent vers les premiers Homo sapiens. Donc, en quelque sorte, nous venons de reperdre la trace de nos ancêtres.
Passons maintenant aux relations hommes-femmes. Les espèces évoluent avec des traits attirants pour les membres du sexe opposé, comme par exemple la queue d'un paon au coût métabolique élevé démontre aux yeux des autres qu'il a de bons gènes et qu'il est en bonne santé, même si, ultimement, elle réduit ses chances de survie lorsqu'il doit se sauver d'un prédateur rapide. L'apparence physique et le comportement de séduction doivent réussir à plaire au sexe opposé. Et dans la nature, en général, les asymétries ou les traces de maladie sont perçues comme non attirantes, car elles pourraient être transmises à la descendance. Notons au passage que l'inceste est évité universellement dans toutes les cultures humaines. Les rares cas où les parents s'accouplent avec leurs enfants sont d'ailleurs sévèrement punis par la nature avec des enfants difformes ou déficients mentaux. La pratique voulant que les singes femelles changent de groupe lorsqu'elles atteignent l'âge de se reproduire était probablement encore coutumière chez les premiers hommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas programmés génétiquement à éviter l'inceste. Il s'agit de comportements sociaux ancrés de longue date. Il est normal, voire même vital pour notre espèce, que les femelles soient plus sélectives que les mâles pour s'accoupler, puisque leur coût de reproduction est beaucoup plus élevé que celui d'un mâle. En revanche, les mâles sont en compétition entre eux pour démontrer qu'ils sont en santé et peuvent potentiellement engendrer plusieurs enfants par année. Donc, physiquement, un mâle pourrait engendrer plusieurs enfants par jour, du moins un mâle avec la vigueur de la jeunesse. Chez les singes, où les mâles peuvent atteindre 2 fois la taille des femelles, les petits mâles sont désavantagés pour se reproduire. La taille physique, mais aussi le comportement agressif et la longueur des canines influencent le choix des femelles. Donc c'est à se demander si le personnage du vampire Dracula doit son succès à un esthétisme hérité des primates. De leur côté, les mâles choisissent surtout en fonction de l'esthétisme de la femelle. Il est difficile d'évaluer le dimorphisme sexuel exact des espèces qui sont éteintes, parce que nous comparons souvent les spécimens anciens avec des spécimens récents. C'est-à-dire que les dernières générations sont souvent plus grosses que leurs ancêtres. Ou encore, nous comparons parfois des individus décédés à des âges différents, ou encore 2 espèces vivant dans le même environnement, ou encore d'une même espèce vivant dans plusieurs environnements différents. Les mâles australopithèques et les mâles Homo habilis suivaient les mêmes proportions de taille entre mâles et femelles que nos grands singes africains. Et cela jusqu'à Homo ergaster, où le ratio ressemble beaucoup plus à l'homme moderne. En réalité, la taille des mâles Homo ergaster est comparable à l'homme moderne. Et les plus grands devaient commencer à avoir des problèmes de dos et d'articulation. S'agit-il du maximum évolutif pour la structure actuelle de notre corps? Il est possible que le rattrapage de la taille des femelles soit surtout dû à une stagnation de la taille des mâles. Si la taille prend moins d'importance pour la sélection des mâles, est-ce qu'une espèce intelligente, capable de faire et d'apprécier la musique, aurait pu développer des rituels de séduction impliquant le chant et la danse? Donc au sens large, bien sûr. Le contrôle de la voix démontre la confiance. Les mouvements du corps révèlent la forme physique. Sans oublier que la coordination, la force et la capacité cérébrale de suivre un rythme complexe nous impressionnent encore aujourd'hui. Dans nos civilisations modernes, la plupart des musiciens sont des mâles, exerçant un mystérieux pouvoir de séduction à grande échelle sur les femmes. Aujourd'hui, il faut dire, nos sociétés modernes ont laissé la musique entre les mains d'une sorte d'élite, alors que partout ailleurs, la musique est une activité collective où tout le monde participe. Chez les bonobos, le dimorphisme sexuel est moins prononcé que chez les chimpanzés. Les femelles bonobos créent des liens et coopèrent entre elles, formant des alliances pour se défendre contre certains mâles. Les paléontologues ont longtemps affirmé qu'Homo ergaster était monogame. Mais qu'en est-il vraiment? Il est possible que ce ne fut pas encore le cas, et que les besoins croissants des enfants aient plutôt été comblés par une plus grande coopération entre femelles. Il existe une corrélation directe entre un gros cerveau et une bonne alimentation. Les femmes enceintes, en plus d'avoir un plus gros appétit, doivent obtenir suffisamment de phosphate pour développer le cerveau du bébé, sauf qu'elles peuvent moins se déplacer. Ici, la tentation est grande de voir les mâles assurer le régime de viande pour les besoins en phosphate des femmes, pendant que les femmes répondent aux besoins des mâles en plantes, en graines et ainsi de suite. Nous n'avons absolument aucune preuve d'une telle division de tâches. Depuis que nous sommes devenus bipèdes, la taille du bassin des femelles a diminué, pendant que la tête des bébés est devenue énorme, donc même comparée aux singes.
les bébés commencent à freiner le développement du corps pour assurer une avance au cerveau, donc jusqu'aux limites physiques du bassin. Et ils doivent naître prématurément en déformant leur crâne. L'accouchement devient si douloureux que les femelles durent commencer à céder à cette époque, inventant, en quelque sorte, les premières sages-femmes de l'humanité. Après sa naissance, le petit avorton, si on peut dire, continue de grossir au même rythme qu'un fœtus, donc jusqu'à l'âge de 18 mois. Pendant plusieurs semaines, il est totalement dépendant de sa mère et ne peut même pas tenir sa tête. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une adaptation visant à favoriser le meilleur cerveau possible. Les mâles commençaient-ils à manifester un plus grand intérêt pour leur progéniture en offrant plus de support à la mère? Ce genre de comportement n'est pas unique dans la nature. Nous connaissons de nombreuses espèces qui s'occupent de leurs petits jusqu'à maturité. Une bonne cohésion entre les membres du groupe augmenterait considérablement les chances de survie des enfants, envers qui ils investissent beaucoup de ressources et d'énergie. D'autant plus que les femmes ne devaient plus avoir qu'un seul bébé aux 3 ans. La taille du cerveau des Homo ergaster ne dépasse pas le seuil où les mâles devront absolument commencer à s'impliquer un minimum. Ce seuil de 1000 cm3 sera atteint entre moins 600 000 et moins 200 000 ans. Pour le moment, il est très possible que les Homo ergaster soient encore polygames et que les mâles ne s'occupent à peu près pas des enfants. Peut-être que les femelles qui changent de groupe à l'adolescence pour pouvoir se reproduire étaient plus ouvertes à former de nouvelles coopérations et qu'elles ont pu gardienner les enfants des autres ou même servir de nourrices. Les singes n'ont généralement aucun problème d'accès à la nourriture et les femelles s'échangent rarement de la nourriture entre elles. Tandis que chez les australopithèques, déjà, elles devaient faire plus d'efforts pour obtenir leur nourriture. Donc, sont-elles les premières à partager leur repas? L'hypothèse dite de la grand-mère a de quoi séduire. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, les hommes s'occupent peu des femmes et des enfants. Ce sont les femmes âgées, donc ménopausées, qui s'occupent des petits, leur permettant ainsi de garder la forme et de rester actives au sein de la communauté, pendant que les jeunes femmes vont chercher la nourriture. Ce type de support entre les femmes exige toutefois que l'espérance de vie aille au-delà de l'âge normal de reproduction, ce qui n'est pas tellement le cas chez les grands singes. La société de partage chez les Homo ergaster aurait pu se développer en conséquence d'une plus grande coopération autour de la mère et son bébé. Encore une fois, faites attention, ces liens de cause à effet ne sont que des suppositions et ne reflètent sans doute qu'une partie de la réalité. Chez les gorilles, les mâles sont presque 2 fois plus gros que les femelles et leurs comportements sont plus agressifs, alors que les femelles sont plus soumises. Pour les femelles Homo ergaster, la taille des mâles n'est plus un critère de sélection, et pour les mâles, la capacité de prendre une femelle de force n'est plus un avantage, parce que celles-ci devaient coopérer entre elles. Comment était leur relation? Nous n'avons évidemment aucune preuve de chant, ni de danse, ni de cadeau pour tenter de séduire le sexe opposé. Or, une façon dont les mâles auraient pu démontrer leurs habiletés et laisser une trace durable est en fabriquant un biface parfait. À partir de 1,4 million d'années, les bifaces sont de plus en plus fréquents, donc au nord de l'Afrique, au Proche-Orient et au sud de l'Europe. Leur symétrie sur les axes des 3 dimensions, donc de haut, de face et de côté, rend l'objet agréable à regarder pour des êtres capables d'évaluer la symétrie d'un objet. Le fait d'être séduit par la symétrie anatomique du sexe opposé permet d'apprécier la symétrie de tous les objets. Pour envisager le biface comme précurseur du bouquet de fleurs, il faut savoir que ces outils prennent du temps à fabriquer et que leur technique est plus complexe que celle des outils précédents et qu'au final, l'outil ne remplit officiellement aucune nouvelle fonction utile que les anciens outils ne faisaient pas déjà. En revanche, ils démontrent clairement l'habileté de leur artisan. Le soin appliqué à fabriquer de tels bifaces avait-il pour unique but d'exploiter notre sens de l'esthétisme symétrique? La séduction est plus efficace en démontrant ses capacités, tandis que la possession simple d'un tel objet ne prouve rien. Il aurait pu être trouvé ou emprunté. Une fois fabriqué, l'utilité du biface devient relative, et de nombreux bifaces ont même été jetés sans avoir vraiment servi. Est-ce possible que des hommes tentant d'impressionner des femmes aient initié une sorte de culture du biface parfait? Nous ne pourrons jamais le savoir, et n'oublions pas que les femmes ont aussi pu en fabriquer. Que les femmes aient tenté de séduire les hommes n'est pas à exclure non plus.
Chose certaine, même si les sociétés d'Homo ergaster étaient encore polygames, il est presque assuré que les mâles devaient investir plus de temps et d'énergie à démontrer leur qualité autrement qu'en montrant leurs muscles. Commence ici un monde d'ère glaciaire. Les cycles de glaciation ont récemment été expliqués, en partie, par les changements de position de la Terre. À intervalles de 41 000 ans, l'inclinaison de la Terre alterne entre 21,39 et 24,36 degrés, entraînant des saisons plus intenses lorsqu'elle atteint 24 degrés. À intervalles de 95 800 ans, l'orbite de la Terre autour du Soleil passe d'une orbite plutôt circulaire à une orbite plus elliptique, entraînant des saisons plus intenses, particulièrement au nord. Finalement, l'axe de la Terre oscille et change le point où le Soleil frappe directement la surface, c'est-à-dire l'équateur, revenant à son point de départ tous les 21 700 ans. Ces trois facteurs expliqueraient, du moins partiellement, les cycles glaciaires à intervalles d'environ 100 000 ans. Lorsque le balancier penche pour un climat plus froid, d'autres facteurs comme les courants marins et atmosphériques, ou encore les faibles taux de gaz à effet de serre, pourraient alors faire chuter la température et déclencher une ère glaciaire. Il ne faut pas plus de quelques années où la neige n'a pas suffisamment le temps de fondre pour qu'au lieu d'être absorbée par le sol, les rayons du soleil rebondissent sur la neige. Puisque le sol n'absorbe plus de chaleur, il reste froid et la neige peut s'accumuler progressivement de plus en plus. La végétation de la toundra est composée de saules et de bouleaux sur les rives, mais aussi de mousses, de lichens, d'arbustes nains et de plaines herbeuses. On y retrouve des rennes, des rhinocéros laineux, des chevaux, des bœufs musqués, des cerfs, des mammouths, des hyènes, des loups, des lions et des macaques odontinés, c'est-à-dire des tigres à dents de sabre. Les larges bois de certaines espèces, comme les cerfs, proviennent des riches concentrations de minéraux qui s'accumulent dans leurs sources d'alimentation, c'est-à-dire les arbustes. En Europe, la glaciation Gunz sévit de 675 à 600 000 ans. L'usage du feu est certainement devenu plus régulier à cette époque, puisque les premiers foyers apparaissent peu de temps après. Le plus ancien foyer connu daterait d'environ 450 000 ans. À la fin du Paléolithique inférieur, donc l'âge de pierre ancien, les Acheuléens fabriquent des bifaces, des hachereaux en U, des bolas, quoique dans l'ensemble, chaque région commence à adapter ses techniques en fonction de ses besoins. Partout, les outils ont tendance à se miniaturiser et l'utilisation du feu devient courante. Autour de cette époque, ils commencent aussi à utiliser de l'ocre, c'est-à-dire un pigment de couleur rouge. À partir de 500 000 ans, le climat global de la Terre tend à se refroidir encore plus qu'avant. Les périodes glaciaires deviennent très froides et les interglaciaires de moins en moins chauds. Pour le moment, les variations entre le jour et la nuit, ou entre l'hiver et l'été, restent moins prononcées qu'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que nos corps s'accoutument bien aux températures de 15 à 25 degrés Celsius, tandis que pour ces mêmes températures, nous avons froid ou chaud après un changement rapide de l'une à l'autre. L'être humain est confortable au repos jusqu'à une température de 30 degrés Celsius, et nous pouvons soutenir une longue marche prolongée entre 20 et 25 degrés Celsius. Nous trouvons plus agréable un printemps à 20 degrés qu'un été à 30 degrés. S'il fait plus froid, nous ressentons la fatigue moins vite, en faisant même de très gros efforts physiques. En un sens, les hommes sont des singes adaptés aux températures stables, donc capables d'exploiter le peu de ressources d'un environnement avec beaucoup d'efficacité, et le climat mondial des aires glaciaires nous va mieux qu'un climat tropical. Pendant les aires glaciaires, les populations d'Europe se font emprisonner entre les glaciers, la mer et les montagnes, et n'ont plus de contact avec les populations d'Afrique et d'Asie. Ce qui explique les nombreuses tentatives de colonisation échouées avant de réussir à s'implanter. Les premiers à laisser des traces d'occupation continue apparaissent à partir de 500 000 ans. Ce sont les Homo heidelbergensis, c'est-à-dire les ancêtres des Néandertals qui utilisent le feu plus régulièrement que les Homo ergaster, malgré que ces traces soient encore sporadiques. C'est-à-dire que les premiers foyers n'apparaissent vraiment qu'à partir de 400 000 ans. Pour l'instant, il est encore très peu probable qu'ils aient appris à faire du feu. Les camps de base de ces pionniers européens sont frustes, peu structurés et les ossements de gibier retrouvés dans les aires de boucherie indiquent qu'ils étaient encore charognards. Entre 400 000 et 250 000 ans, leur crâne commence à développer les traits particuliers des Néandertals. Et les outils qu'ils inventent sont les plus raffinés de leur époque. Passons maintenant au Paléolithique moyen, de 300 000 à 120 000 ans avant notre ère,
C'est la période où s'épanouissent les hommes de Néandertal. Le cas des Néandertals est particulier, entre autres à cause du contexte où nous les avons découverts. Les premières civilisations modernes à s'intéresser sérieusement à la classification des fossiles anciens étaient les civilisations européennes. Et peu de temps après la publication de la théorie de Darwin sur la sélection naturelle, plusieurs enthousiastes européens se sont mis à creuser à la recherche de fossiles. Naturellement, ils ont commencé par creuser en Europe, espérant y retrouver le berceau de l'humanité. Naturellement, ils ont été très surpris et répugnés de trouver un être aussi laid. Depuis, son statut n'a cessé d'osciller entre ancêtre, rejet, frère, erreur de la nature, et ainsi de suite. Le consensus actuel semble pencher vers une évolution parallèle. Les Homo neanderthalensis ne sont pas des Homo sapiens. Ils sont simplement parmi nos derniers proches semblables. Tous les débats autour de leur statut eurent au moins l'avantage d'en faire l'espèce ancienne la mieux documentée. Les Néandertals ont existé environ 3 fois plus longtemps que les Homo sapiens, en subissant les grandes glaciations du Riss. Face à de telles conditions, la longévité des Néandertals est tout à leur honneur. La taille du cerveau de leurs ancêtres heidelbergensis, environ 1000 cm3, ressemble à celle de l'homme moderne, tandis que leurs descendants néandertals ont un plus gros cerveau que le nôtre. Leur peau s'est sans doute rapidement adaptée à absorber plus de vitamine D des rayons du soleil, c'est-à-dire en produisant moins de mélanine. Autrement dit, il est fort à parier qu'ils avaient la peau blanche. Ils ont les mêmes origines culturelles que nous, ils utilisent des colorants et fabriquent des colliers, sauf que l'art leur est inconnu. Ils n'ont laissé aucune gravure ni aucun dessin sur les murs de grottes. Les Néandertals sont aussi les premiers à enterrer leurs morts, dans un simple trou. Donc il s'agit bel et bien d'êtres sensibles, capables d'apprécier la beauté, et loin des créatures primitives, inférieures et maladroites que décrivaient les archéologues du 19e et même du 20e siècle. À plusieurs égards, ce sont déjà des hommes modernes. La culture des Néandertals est le moustérien, qui s'inspire des bifaces et des hacheros-achuléens. Par contre, ils produisent très peu de bifaces. Ceci s'explique peut-être par la rareté des bonnes roches pour faire des outils, qui les oblige à retravailler leurs outils jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être réparés. Au Paléolithique moyen, leurs outils deviennent plus élégants et plus symétriques. La finition est faite à l'aide d'un percuteur tendre, donc fait en bois dur, afin d'enlever des éclats très minces le long de la lame, produisant une sorte de tranchant dégradé. Cette technique, appelée Levallois, tire ses origines de l'Achillien africain et sera pratiquée par les hommes de Néandertal jusqu'à leur disparition. La technique Levallois consiste à préparer un large bloc pour faire éclater des pelures. Ces éclats tranchants, les hacheros, sont retravaillés à partir de l'Achillien moyen pour faire des bifaces plats. Ces descendants d'Homo ergaster apprennent à chasser, et nous sommes presque obligés de croire, sans preuve, qu'ils chassaient au moins des animaux de taille moyenne, sans quoi ils n'auraient pas pu survivre aussi longtemps avec des ressources aussi limitées. La question de savoir s'ils chassaient des gros animaux est encore débattue, quoique la présence des fossiles de grands mammifères dans leur camp indique que même s'ils ne peuvent pas encore les chasser, ils ne ratent pas une occasion de charogner. Il n'est pas donné à n'importe qui de chasser un mammouth sans lance. Or, nous avons découvert des javelots de 2 mètres de long, datant d'environ 400 000 ans, et ceux qui les ont fabriqués savaient ce qu'ils faisaient. Leur forme est fuselée et le centre de gravité est situé autour du tiers avant. Notons au passage qu'il est extrêmement rare de trouver du bois aussi ancien. La viande de mammouth, en plus d'être riche en calories, contient beaucoup de graisse, donc des hydrates de carbone. Elle permet ainsi de soutenir un gros cerveau. Pour être de bons chasseurs, ils doivent planifier leurs besoins à l'avance, être de bons observateurs, capables de remarquer la vulnérabilité de certains animaux enlisés dans la neige ou dans la vase. S'ils creusent des congélateurs dans le sol gelé, donc le pergélisol, un petit groupe peut obtenir de la viande pour plusieurs jours en dirigeant un seul de ces géants dans une fosse piégée, et le tout sans recours à un langage articulé. Les populations d'hommes préhistoriques d'Afrique et du Proche-Orient semblent relativement homogènes, tandis que l'énormité du continent asiatique et l'isolement de l'Europe engendrent des particularités régionales. En Europe, si les hommes de Néandertal veulent survivre aux aires glaciaires sans épuiser leurs ressources, ils doivent se limiter à vivre en très petits groupes, et puisque les régions habitées partout dans le monde sont encore très peu peuplées,
Ces groupes doivent parfois marcher de longues distances avant de rencontrer d'autres hommes. Au-delà de leur large face au front fuyant, sans menton et de leurs arches de sourcils prononcées, leur drôle d'apparence semble largement être une adaptation au froid. Leurs corps sont trapus et compacts, avec des jambes et des bras plus courts, et leur cou est plus épais. Ils peuvent ainsi mieux conserver la chaleur qu'un Homo sapiens au long corps effilé. Ils ont aussi de grosses mâchoires puissantes pouvant servir d'étau, dit-on. Bref, Néandertal s'est merveilleusement adapté pour survivre au climat européen. Au fil du temps, la pression du climat semble si forte que nous avons l'impression que les traits des Néandertals n'évoluent pas à la même vitesse d'une région à l'autre. La forme classique du visage néandertal émerge en même temps que les premiers Homo sapiens, vers 120 000 ans. Les hommes du Paléolithique moyen sont tous descendants d'Homo ergaster, et plusieurs vont même s'aventurer en latitude nordique, mais en se retirant vers le sud pendant l'hiver. Après les premières traces de feu entretenues vers 1,6 million d'années, il fallut attendre un bon million d'années avant qu'en apparaissent les premiers foyers. Si le feu servait à se réchauffer et qu'il faut attendre l'homme moderne vers 120 000 ans avant d'apprendre à faire du feu, que faisait-il pour rester au chaud lorsqu'il n'en avait pas? Il faut avoir une façon artificielle de rester au chaud, ne serait-ce que pendant la nuit, avant de pouvoir se passer de son poêle. Rappelons-nous que nos poils n'ont pas disparu. Ils sont encore tous là, mais ils restent tout petits. Il est donc possible que les poils des Néandertals soient redevenus longs. Pour survivre au grand froid des aires glaciaires sans feu, ils doivent construire des abris contre le vent, qui refroidiraient rapidement le corps. Et ils doivent aussi manger beaucoup de viande, qui est très riche en énergie. À force de dramatiser les conditions européennes pendant les aires glaciaires, nous oublions souvent que pendant les interglaciaires, les conditions y étaient meilleures qu'en Afrique. La vie des Néandertals ne fut pas que souffrance. Puisque les singes socialisent en se toilettant mutuellement, nous pourrions imaginer que la perte de nos poils dut se faire en même temps qu'une augmentation de la communication orale. Mais nous ne savons pas à quel moment se produit cette transition. Par la suite, nous sommes devenus moins susceptibles aux parasites qui vivent dans le poil et qui transportent des maladies. Or, si les hommes perdent leurs poils avant 250 000 ans et que les Néandertals portaient des peaux pour se garder au chaud, comment expliquer que les parasites qui vivent dans les vêtements n'apparaissent qu'entre 100 000 et 50 000 ans, selon les études en génétique? De toute évidence, notre portrait de cette période est encore incomplet. À quel moment commence l'usage des peaux d'animaux? Chez l'homme moderne, les bébés ne peuvent marcher avant l'âge de 1 an et sont épuisants à transporter dans ses bras. Il est fort probable que les peaux servant à transporter son enfant aient vu le jour longtemps avant la perte de notre poil ou avant l'usage des premiers vêtements, car en plus de transporter un bébé et de le garder au chaud, elles permettent de le déposer pour faire autre chose. En déposant l'enfant, ils doivent rassurer le bébé en restant dans son champ de vision et en lui parlant. La façon de parler au bébé aurait-elle engendré le côté musical des sociétés adultes? Doit-on s'étonner que nos langues actuelles semblent reposer largement sur les mêmes principes que la musique? Donc les intonations, les rythmes, les répétitions, l'amplitude, et ainsi de suite. En résumé, lors du premier million d'années de l'âge de pierre, nous avons vu une utilisation accrue d'outils et l'introduction de la viande dans leur alimentation. Au cours du deuxième million d'années de l'âge de pierre, les hommes deviennent mobiles et établissent des camps structurés. Malgré cela, la première moitié de l'âge de pierre est marquée par un conservatisme d'outils et de comportements. Puis, au début de la seconde moitié de l'âge de pierre, très progressivement, ils commencent à retravailler les éclats et développent des outils pour des tâches un peu plus spécialisées. Au cours de l'Acheuléen ancien, qui dure de 1,4 million à 800 000 ans, la tendance vers les aires glaciaires s'accentue et l'Europe reste hors de portée pour les hommes jusqu'à la fin de l'Acheuléen ancien. Nous avons parlé des nouveaux outils, mais aussi de la ligne de Movius, au-delà de laquelle on ne retrouve aucun biface. Et même s'ils sont encore incapables de faire du feu et que son utilisation demeure sporadique et très rare, nous remarquons une augmentation des traces de feu à l'intérieur des camps. Au sein des groupes, les critères physiques deviennent moins importants dans la sélection des mâles pour se reproduire, alors que la coordination, l'agilité et le sens du rythme pourraient prendre plus d'importance. Était-il monogame? Pas sûr. Y avait-il une plus grande coopération entre femelles? C'est très possible.
Il est indéniable que leurs besoins alimentaires sont largement supérieurs aux singes et que les individus nécessitent davantage d'aide pour assurer leurs besoins en viande et en plantes. Si l'hypothèse des bifaces parfaits pour séduire le sexe opposé peut sembler un peu excentrique, nous devons tout de même envisager que les techniques de séduction avant le bouquet de fleurs et la boîte de chocolat tendent plus vers le romantisme que vers des relations violentes basées sur la force physique du mâle alpha. Les hommes sont des singes adaptés au froid, et lorsque les Homo heidelbergensis, ancêtres des Néandertals, s'implantent en Europe, leur isolement les pousse rapidement à dériver génétiquement. Au Paléolithique moyen, les Néandertals développent la culture humaine la plus raffinée de leur époque et ne semblent pas mériter leur statut d'erreur de la nature. Ces hommes modernes sont des êtres sensibles, capables de chasser des gros mammifères sans recours à un langage articulé. Ils méritent tout le respect que nous pouvons accorder à nos plus proches semblables ayant survécu aux terribles ères glaciaires européennes pendant près d'1 million d'années.